c'est quoi le groupe habité? Le groupe habité, c'est un groupe principalement, enfin essentiellement d'entreprises qui interviennent à différents niveaux de la chaîne de valeur de l'habité. Vous avez un premier niveau d'entreprise qui interviennent surtout sur des logiques de conception, un second niveau pardon, qui intervient sur la réalisation, un troisième niveau sur l'enjeu de la maintenance, et puis aussi un quatrième niveau qui est lié plus à l'ensemble des services qu'on peut trouver dans l'habité. Vous voyez par exemple une association comme Citeo, comme ASAP MSD, l'AISM, qui sont des associations qui proposent des services qui sont directement liés finalement à la sphère de l'habité. On y reviendra par la suite pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Ces entreprises, elles ont une autre caractéristique, c'est qu'elles sont toutes engagées dans le domaine de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont rentrées dans une logique dite servicielle, c'est-à-dire qu'une entreprise de chauffage ne vend plus forcément des chaudières. Son objectif, c'est plutôt de vendre une logique de confort thermique. Un architecte ne vend pas forcément la conception d'un habitat, mais et donc il se rémunère sur un volume de travaux, mais vend plutôt une solution d'habiter qui est co-conçue, qui est co-construite, on y reviendra par la suite avec Fabien. Une association d'aide à la personne ne vend pas forcément un volume d'heures de ménage ou d'aide à la personne, mais accompagne ses bénéficiaires pour bien vieillir chez soi. Voilà le genre de déplacement qui est opéré lorsqu'on rentre dans cette logique servicielle, plus vendre simplement un produit, mais rentrer dans une logique vraiment de performance d'usage et une performance qui est durable. Ces entreprises, comme elles sont engagées dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, par définition, elles souhaitent coopérer entre elles. Pas coopérer juste pour coopérer, c'est parce que justement le fait de rentrer dans cette logique servicielle fait qu'au bout d'un moment, si on veut vraiment vendre du confort thermique, l'entreprise de chauffagiste toute seule, elle n'est pas seule responsable de atteindre un confort thermique. Il va falloir s'associer avec un menuisier, il va falloir s'associer avec une entreprise qui fait de l'isolation. Et puis le confort thermique, ça fait aussi partie du bien vivre chez soi. Donc l'association qui travaille sur le domaine du bien-être chez soi, elle est aussi concernée par la question de la performance énergétique. Donc là, potentiellement, il y a 5 entreprises qui ont des cœurs d'activité, a priori, si on les prend en silos différents, qui n'ont pas vocation forcément à travailler ensemble, et qui, parce qu'elles sont rentrées dans une logique de service, se posent la question en quoi je rends service, en quoi je crée réellement de la valeur, sont amenées vraiment à coopérer pour atteindre cette logique de performance. L'objet de ce groupe, il est un peu triple en réalité. Les entreprises qui se regroupent dans ce groupe de travail, elles y viennent pour 3 enjeux principaux. Le premier, c'est l'enjeu de l'innovation. Le fait, au bout d'un moment, de coopérer, c'est encore une fois, c'est pas la coopération pour la coopération. L'enjeu derrière, c'est expérimenter, co-construire des solutions ensemble, entre entreprises, pour pouvoir s'engager ensemble sur une performance qui dépasse le simple cœur de métier de chacun pris dans une logique en silo. Il y a un enjeu aussi d'évaluation. Le fait, au bout d'un moment, qu'on propose que chacun intervienne pour expliquer ce qu'il met en place dans son entreprise, c'est une manière d'évaluer la pertinence de ce qu'on met en place et de confronter tout ça, toutes ces expérimentations, au regard des autres qui sont formés à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est un enjeu d'évaluation important qui permet justement d'évaluer la pertinence des solutions. Et puis un enjeu de professionnalisation. Le fait au bout d'un moment qu'on discute collectivement d'enjeux particuliers, puisque c'est des entreprises qui sont rentrées dans des logiques de nouveaux modèles économiques. Il faut savoir que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est un concept qui a 5 ans, à peu près opérationnellement, ça fait 5 ans qu'il est expérimenté dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc on a beaucoup plus de questions finalement qui nous sont posées que de réponses à apporter. Et justement, le fait qu'on discute collectivement de ces questions-là, ça nous professionnalise chacun dans notre métier, justement parce qu'on collectivise ces enjeux. Et vous allez justement du coup voir un petit peu, découvrir le type de questions qu'on s'est posées depuis 2015. Le groupe Habitat a été créé en janvier 2015. Alors je ne vais pas vous faire forcément un retour très détaillé de toutes les questions qu'on a abordées. Et voilà, je vous en livre quelques-unes. La première chose qu'on a travaillé dans le groupe de travail habité, c'est de questionner les rapports de force
qu'il peut y avoir dans la chaîne de valeur de l'habité. On prend par exemple un livrable particulier qui est la livraison d'un logement à un particulier, qui a une valeur, du coup, ce logement. Il y a plein d'entreprises qui sont intervenues pour pouvoir, au final, livrer ce logement-là particulier. Chaque entreprise, que ce soit de la conception, réalisation, maintenance, est intervenue pour réaliser cet ouvrage. Et donc, du coup, cet ouvrage qui représente la valeur. Et du coup, chaque entreprise représente un maillon qu'on appelle de la chaîne de valeur. Le problème de ces maillons, c'est qu'ils n'ont pas forcément des intérêts qui convergent. Ils n'ont pas forcément intérêt à coopérer. Au contraire, ils ont plutôt des intérêts divergents. On a commencé du coup à tracer le type de relation qu'il pouvait y avoir dans le cadre des acteurs de l'habité. Je ne cache pas que l'architecte, par exemple, avait beaucoup de lignes rouges qui allaient vers lui, où effectivement, ce n'était pas forcément avec l'architecte qu'on avait plus d'intérêts convergents, ou avec le promoteur, ou aussi avec le bailleur social, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises de seconde œuvre et de grosses œuvres dans le groupe. Mais du coup, au moins, on sait pourquoi coopérer, ça ne va pas de soi. Et on comprend mieux beaucoup mieux les enjeux de la coopération, de quoi il faut sortir pour pouvoir faciliter la coopération dans le cadre de l'habité. On a forcément aussi défini c'est quoi l'habité. Nous avons construit également un manifeste du groupe habité pour expliquer, quelles sont les limites desquelles on veut sortir absolument. La logique industrielle dans l'habité, ça existe. C'est une réalité pour les entreprises, pour les collectivités, pour les habitants, qu'on liste. Et on dit on veut sortir de ces limites-là et on propose une alternative qui est l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui nous amène à penser les choses autrement. Et ce manifeste, il est destiné à tous les acteurs dans le cadre de l'habité qui seraient intéressés à rejoindre ce mouvement et comprendre qu'est-ce qu'on fait finalement dans ce groupe habité. On s'est posé la question de comment coproduire une solution d'habité. Les intervenants reviendront sur cette question-là plus en détail avec une expérimentation qu'on a menée. Quelle pertinence du coût global dans cette logique d'économie de la fonctionnalité? Ben oui, c'est la question de comment ça se finance tout ça. Si je rentre dans une logique servicielle, le prix au mètre carré, forcément, elle n'est plus forcément l'unité de facturation qui est la bonne, par exemple, pour vendre du confort chez soi, ou du bien vivre chez soi. En tout cas, si c'est ça qui résume la performance, ça va être très compliqué d'avoir des discussions pour valoriser tous les services. Donc du coup, on a commencé à discuter d'une autre manière de financer ce modèle, à travers la question du coût global, je devrais même dire du coût global élargi partagé. Et on a même créé un jeu pour essayer justement d'associer d'autres parties prenantes à financer ce modèle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On a croisé également d'autres points de vue que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, notamment en allant rencontrer des groupements d'entreprises qui ont été accompagnés par le CD2E. Et on a fait cette rencontre à Réa Futur, qui est une maison qui a été totalement rénovée avec des écomatériaux dans le bassin minier, pour essayer de comprendre, voilà, nous on a une approche qui relève de l'économie de la fonctionnalité. Vous avez créé un groupement d'entreprises plus sur des questions d'écomatériaux, d'économie circulaire. Ce que vous avez fait, ça nous intéresse parce que au final, on fait ça pour intégrer le développement durable dans notre modèle économique. Donc on aimerait bien croiser les regards et les questions aussi de la coopération dans un groupement qui soit dans l'économie de la fonctionnalité ou de la coopération ou de l'économie circulaire, elles peuvent être communes. On s'est posé la question de l'évaluation de la valeur créée dans cette sphère. Il y a beaucoup d'immatériel en fait dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Quand je parle de bien-être chez soi, comment on évalue ça comme performance? Ça ne se mesure pas, il n'y a pas des indices ou des calculs qui mesurent encore le bien-être, mais il faut bien quand même évaluer cette affaire pour pouvoir justement montrer qu'il y a une création de valeur. Et là, on a une association qui a fait un énorme travail sur cette question de l'évaluation de l'immatériel, parce qu'elle est en plein dans l'immatériel, qui est Citeo, qui est une association de médiation, et qui a du coup expliqué voilà, comment elle évaluait l'impact de la valeur qu'elle crée, qui est de la valeur immatérielle, pour qu'on puisse nous également aussi s'inspirer et dupliquer ces évaluations dans d'autres domaines. Et enfin, les deux dernières questions. Comment présenter une offre globale d'habité relevant de l'économie de la fonctionnalité? Et surtout, les retours d'expérience des expérimentations menées par les membres. C'est l'un des enjeux principaux maintenant du groupe Habité, qui est que maintenant qu'on a posé toutes ces questions-là, qu'on a commencé sérieusement à y répondre, l'heure maintenant est à l'expérimentation. Et l'idée, c'est de consacrer ce groupe Habité à des retours d'expérience de ces expérimentations et qu'elles soient discutées collectivement, évaluées,
et toujours pousser un peu plus loin. Du coup, pour terminer ces enjeux de l'habité, je voulais juste vous montrer deux schémas qui sont assez représentatifs du travail qu'on a pu mener pour essayer de préciser c'est quoi l'habité. Ce schéma-là, du coup, a été en grande partie travaillé dans le cadre de l'accompagnement du groupe Sylva Greg, qui avait été porté par la CCI Grand Lille sur l'économie à fonctionnalité, et qui distingue trois grands niveaux, finalement, dans l'habité, et qui sont importants de penser au départ séparément. Donc un premier niveau qui concerne simplement le logement, on pourrait l'appeler, c'est ça l'habitat. On peut le penser de manière durable, mais il n'empêche que voilà, la question, que l'enjeu de la création de valeur, elle se pose d'abord et en premier sur la question du logement, sa qualité intrinsèque, le lien aussi par rapport à des enjeux de santé, la qualité de l'air, la qualité de l'eau sont des choses qui sont directement liées au logement en tant que tel. Puis il y a une sphère qui est un peu plus large, un périmètre un peu plus large qui est l'habité, qui va potentiellement concerner les liens sociaux, les relations de voisinage, le lien au quartier. Et puis, il y a les dimensions aussi du territoire. Le fait au bout d'un moment que je construise justement ce bâtiment avec des écomatériaux, ça a un impact sur le territoire. Le fait que je fasse appel à des entreprises qui sont sur le territoire, ça a un impact économique important pour le territoire. Et je pourrais prendre encore plein d'autres exemples dans ces différentes sphères. Et c'est important d'avoir ces trois sphères toujours en tête et de se poser la question en quoi on crée de la valeur à ce premier niveau, à ce deuxième niveau et à ce troisième niveau. Et enfin, on a créé un petit schéma qui montre l'ensemble des registres des effets utiles dans l'habité. Puisque finalement, c'est très très large de voir un petit peu quels sont les différents effets utiles que l'on crée dans l'habité. Alors, on pourrait encore l'élargir. Ça, ce sont les effets utiles qui sont présents, que l'on est capable de prendre en charge dans le cadre du groupe habité. Donc des effets utiles qui relèvent de la santé des habitants. Je vous parlais de la qualité de l'air, la qualité de l'eau, c'est des enjeux qu'on est capable de prendre en compte et qui sont les effets utiles importants à valoriser. La question du vivre ensemble. Là, on a un syndic de copropriété dans le groupe qui pourrait vous parler de cette problématique-là, du vivre ensemble, qui lorsqu'on est capable de la prendre en charge sérieusement, ça peut créer énormément de valeur. L'enjeu de la sécurisation et de la tranquillité. L'enjeu de l'efficacité énergétique. Et enfin, l'enjeu du lien au territoire. Toutes ces dimensions d'effets utiles, au bout d'un moment, il faut qu'ils soient compris dans le modèle économique de chaque entreprise ou du groupement, lorsque c'est un groupement qui est mis en place. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses, entre guillemets, sur lesquelles on va juste marketer, ou on va juste montrer qu'on est un petit peu différent. Il faut vraiment prendre ça en charge dans la manière dont on va valoriser, facturer l'ensemble de ces effets utiles et surtout se poser la question du comment. La méthode de travail, c'est la question du comment on prend en charge ces effets utiles. Et à cette question du comment, la réponse, c'est on est obligé de coopérer. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas un acteur qui tient l'ensemble des effets utiles. Et donc du coup, c'est la bonne nouvelle parce que la coopération, ça crée énormément plein de valeur. C'est aussi la mauvaise nouvelle parce que malheureusement, des coopérations ne va pas de soi, elles ne se décrètent pas. Et c'est l'enjeu finalement du groupe Habité, c'est de rassembler des acteurs qui sont déjà prêts à coopérer et qui ont compris l'importance dans leur activité de rentrer dans cette logique de coopération.